Le Celte, il m'a dit, lui, crois-tu au Valhalla? Which is why I beg you, Lord, gift me the chance to die with honor in battle and join my friends in Valhalla. Bonjour, bienvenue sur Pagans TV pour cette vidéo questions-réponses FAQ. Vous m'avez posé des tas de questions sur les différents sujets que j'aborde depuis plusieurs mois, hein, que ce soit la culture ancienne, celto-viking, hyperboréenne, la mythologie grecque, etc., etc., l'archéologie ancienne, et notamment avec la fameuse pilule verte. Vous avez probablement regardé le dernier documentaire, un documentaire que j'ai produit qui fait beaucoup de bruit. Donc on va répondre à toutes ces questions, donc que ce soit aussi bien donc la fameuse pilule verte 366 pour ceux qui suivent, que des questions plus larges par rapport à la culture ancienne, le paganisme, etc. Je tenais à vous dire également que nous lançons pour la saison 2 la communauté Pagan Libre Païen. Donc cette communauté qui existe déjà depuis plusieurs mois, là on passe la seconde. On ouvre le Discord en fait au public. Donc c'est-à-dire que l'accès Discord maintenant est gratuit. Rendez-vous lundi prochain si vous voulez donc discuter et rencontrer des gens comme vous. Si vous voulez vous faire des amis, parce que c'est pas forcément évident de discuter de ces sujets qui sont des sujets spécifiques et puis qui nécessitent une certaine élévation et ouverture d'esprit. Donc si vous voulez vous faire des potes, discuter celto-viking, discuter tradition païenne, si vous voulez également discuter archéologie interdite, discuter mythologie, bref, tous les sujets en fait de conversation que je peux aborder dans ma chaîne, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Le lien sera donc dans cette vidéo, dans la description. Vous rejoignez le Discord, c'est gratuit. Et donc je vous donne rendez-vous lundi soir à 21 h précise. Je vous ferai un topo donc sur le Discord et vous pourrez commencer, j'irai à discuter avec des gens comme vous et à peut-être vous faire des amis, faire des rencontres, des gens peut-être qui habitent pas loin de chez vous. C'est ça aussi le but de la guilde Pagan. C'est l'autre nom de cette communauté, la guilde. C'est de vous communautariser, voilà, de vous faire des amis et de pouvoir surtout discuter de ces choses-là qu'on n'a pas l'occasion forcément d'en discuter avec ses collègues de travail, quoi. Sans plus attendre, nous allons commencer donc le question-réponse. Je rappelle que vous avez posé vos questions, je dis ça pour ceux qui ne seraient pas au courant. C'est sur le Facebook de Pagan Libre Païen que ça se passe. Hein, j'avais fait une publication. J'ai fait 2 publications, donc on va commencer par les questions plus générales par rapport à ce que je fais. Et dans la deuxième partie, les questions plus spécifiques par rapport à la pilule verte, au dernier documentaire que j'ai fait. Allez, on y va. Et je remercie donc toujours, bien sûr, ceux qui me soutiennent sur le Tipeee, etc., les gens de l'association Pagan. Donc justement, première question vient d'un tipeur. Il s'appelle Archambault. Salut Archambault. Merci Oleg pour toutes ces informations qui nous sont souvent méconnues, mais qui nous éclairent sur notre passé. Faut-il réécrire l'histoire comme le prétendent certains? Faut-il réécrire l'histoire? J'espère que vous entendez bien le bruit des oiseaux et du ruisseau qui est derrière moi. J'ai fait un petit réglage technique pour que vous les entendiez mieux. Vous me direz dans les commentaires. Voilà, parce que ça fait du bien, ça détend. Parce que là, on aborde des sujets effectivement un peu tendus, on va dire, vis-à-vis de l'establishment. Tu sais, écrire l'histoire ou réécrire l'histoire, en fait, en ce moment même, ils sont déjà en train de réécrire l'histoire. En ce moment même, maintenant on apprend à nos enfants, moi j'ai pas appris ça, on apprend la colonisation. Et puis par contre, on a retiré du coup Louis XIV et Napoléon. Donc quand j'ai appris ça, j'étais un peu choqué. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la gravité de la chose. Donc on n'apprend plus à l'école, maintenant à l'école publique, ni Louis XIV ni Napoléon. Mais la vie continue, les Français continuent leur vie comme ça. C'est extrêmement grave. Ça veut dire que dans quelques décennies, dans quelques siècles,
il n'y aura plus qu'une minorité de gens qui connaîtront Napoléon et Louis XIV. À tel point qu'ils pourront à ce moment-là classer tout ça, l'histoire de la France en fait, de Louis XIV et de Napoléon, ils pourront classer tout ça au rayon mythologie, au rayon légende. Voilà. Voilà exactement en quoi ça consiste de réécrire l'histoire. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne font que ça. Ils font que réécrire l'histoire en permanence, en modifiant à leur sauce en fonction des besoins politiques. Voilà pourquoi moi, je fais tout ce travail. C'est justement pour rétablir le passé authentique, pour qu'on puisse se resituer un petit peu, savoir d'où l'on vient déjà, qui on est, qu'est-ce qu'on fait là, quoi. Et donc quand je vous parle de choses du monde celte, de l'histoire des Vikings et de la Normandie, qui est déjà bien différente de celle qu'on nous raconte, mais ensuite plus on va dans le passé, plus en fait on a effacé les choses et plus on a référé ça au rayon mythologie et légende. Et c'est pour ça que je vous parle de l'Atlantide, d'Hyperborée. Parce qu'en réalité, c'est plus que des mythes et des légendes. Ça réfère à un passé ancien. Bien sûr, il y a un travail pour discerner le vrai du faux. Mais voilà, donc pour répondre à ta question, Archambault, faut-il réécrire l'histoire? Oui, effectivement, il faudrait la réécrire plus correctement. Mais ce que je voulais te montrer, c'était que malheureusement, ce n'est pas en la réécrivant que ça va résoudre le problème de façon définitive. Parce qu'au final, ils font que de la réécrire, tu vois. Donc ils la changent, là ils ont enlevé Louis XIV, bientôt, enfin dans quelques décennies, on l'aura oublié. Parce que c'est des gens, si vous voulez, les idéologues, les gens qui m'embêtent sur Internet, les gens qui m'attaquent dans les réseaux sociaux, c'est ces idéologues-là. Et eux, ils réfléchissent sur 80 ans, sur un siècle, sur 2 siècles. Donc ils enlèvent ça de l'histoire aujourd'hui pour que dans 30 ans, dans 50 ans, on n'en parle plus, quoi. Et puis ensuite, on dira que ça n'a pas existé, que c'est de la légende. Donc en fait, pour moi, la solution, c'est pas de réécrire l'histoire. La solution, c'est de se la réapproprier. C'est de retrouver sa souveraineté intellectuelle et éducative. En cela, la transmission par la tradition orale est une solution. On voit encore une fois l'intérêt de s'intéresser à la mythologie nordique, viking, gauloise, enfin les traditions anciennes, et que en fait la tradition orale n'est pas du tout un abaissement, au contraire, ça oblige en fait les parents à enseigner à leurs enfants, parce que s'ils avaient écrit ça dans un bouquin, ils se seraient transmis le bouquin de l'arrière-grand-père jusqu'au petit-fils, puis au bout d'un moment donné, le vocabulaire utilisé à l'époque n'est plus exactement le même. Le livre il commence à pourrir et puis après c'est de la facilité. Vous voyez, on donne le livre et puis on oublie de réexpliquer dans le contexte. Et puis un livre ça se brûle. Vous le savez. Donc c'est pour ça que la tradition orale est très vertueuse. C'est parce que permet à faire en sorte que l'éducation revienne de façon privée. C'est-à-dire qu'on doit retrouver notre souveraineté, je pense, à ce niveau-là. En fait, on est totalement dépendant de l'État, du système, des institutions. Et donc l'État nous fait avaler les couleuvres qu'il veut depuis des siècles, puisque c'est lui qui a centralisé toute la connaissance. Et nous, on gobe tout à l'école. C'est pour ça qu'il y avait la tradition orale qui était de père en fils, l'esprit de famille. Quand on parle de clan chez les Vikings ou de tribu, c'est pas péjoratif du tout. Effectivement, on l'a rendu péjoratif encore une fois, mais à la base, c'est l'esprit de famille. On transmet le savoir dans la famille par la tradition orale. Bref, on en reparlera plus en détail plus tard. Mais voilà ce que j'en pense, mon ami. Question suivante. De Maxence Brochet, donc sur Facebook. Salut Oleg, j'ai une question pour ta fac. Que penses-tu des dieux nordiques? Je commence vraiment à m'y intéresser, à y croire un peu plus chaque jour. Au fait, merci pour tes vidéos. Elles sont vraiment géniales. Merci Maxence, ça fait toujours plaisir. Écoute, les dieux nordiques et les dieux d'une manière générale, en fait, je vais carrément faire une vidéo dès la semaine prochaine, donc tout de suite après celle-ci. Promis, c'est la vidéo qui est prévue sur les dieux, le polythéisme. Donc voilà, Maxence, je vais carrément te faire une vidéo pour répondre à ta question. Ensuite, Adrien Pagot. Salut Oleg. Quand feras-tu la vidéo Jésus ce païen? Vous avez bien entendu, Jésus ce païen. Il est temps d'extirper l'abrahamisme du christianisme et de revaloriser le paganisme pour retrouver notre souveraineté spirituelle. Bonne continuation.
Adrien, merci pour ta question. Alors là, bon, c'est un sujet un peu pareil, ça mériterait une vidéo. On en a déjà parlé, les rapports entre le christianisme et la tradition, le paganisme à racines hyperboréennes. On en a parlé avec Alexandre Rouget. Hein. Donc regardez, j'ai fait 2 vidéos avec Alexandre Rouget sur la chaîne Pagans TV. Je crois qu'on a déjà bien débroussaillé la chose. Et effectivement, il semblerait que l'histoire qu'on nous raconte, l'histoire chrétienne de Jésus, etc., n'est pas encore une fois ce qui s'est vraiment passé. Que ce dénommé Jésus avait un autre nom et que en fait c'était juste une personne qui voulait réformer et que c'était a priori un magnétiseur, enfin une personne avec des capacités suprasensibles, exactement comme les druides, qu'il avait un mode de vie comme les Celtes, qu'il n'a jamais voulu construire d'église, bref, bon, c'est des sujets, vous voyez ce que je veux dire, ça mérite des vidéos entières, donc regardez les vidéos avec Alexandre Rouget, pour effectivement pouvoir voir que ça ne s'est pas passé comme ça et regarder le christianisme d'une autre façon et se dire bah oui, les païens et les chrétiens ne sont pas nécessairement opposés pourvu qu'on retrouve le vrai et ce qui s'est vraiment passé. Effectivement, d'une certaine manière, celui qu'on a appelé Jésus, bon, il paraît qu'il y en a eu plusieurs aussi, hein, des personnages comme ça. Hein. Mais le plus célèbre apparemment, c'était une personne d'origine galiléenne, Galles, les gens de Galles, hein, c'est-à-dire des Gaulois, des Celtes en fait, qui avaient sans doute immigré, et que ces gens-là, c'était voilà, ils étaient fâchés avec les Romains comme beaucoup. Hein. Donc regarde cette vidéo et puis on verra si j'ai le temps de retraiter ce sujet-là plus tard. Mais là en ce moment la priorité c'est de donner des informations concrètes et tangibles. Comme tu l'as vu avec la pilule verte, les mégalithes, ces choses-là, c'est du tangible, c'est du lourd. Donc pour l'instant, regarde cette vidéo, ces 2 vidéos, je pense qu'elles répondront à ta question. Ensuite, une question de Stéphane Hendrik. Salut Stéphane. Salut Oleg, j'ai énormément de questions au sujet des Eddas, mais aussi sur le crépuscule des dieux. Les Eddas ont été écrits par des sources chrétiennes. La question est, y a-t-il une part de vérité, pour ainsi dire, qui aurait été codée à l'intérieur? Avons-nous une chance de pouvoir enfin refaire valoir nos valeurs traditionnelles, la tradition primordiale, toutes ces valeurs dites païennes aujourd'hui? Voilà. Après, bon, il commence à répondre un peu à la question lui-même. Il dit, je pense que ce sera le travail de plusieurs vies. Que notre mémoire, ce qu'on raconte sur le passé a été usurpé, que l'identité celto-viking a été usurpée, tout à fait. Pour te répondre concernant effectivement la mythologie, les Eddas, ou même la mythologie celtique, hein, effectivement, elle a été validée, donc elle a été écrite par des chrétiens. Après, tout n'est pas à jeter parce que parmi ces chrétiens, il y avait aussi des gens, entre guillemets, corrects. Des gens peut-être qui ont choisi qu'au lieu de se faire brûler, comme les druides se sont fait brûler par exemple sur l'île de Mona, sur la partie ouest de l'Angleterre, au pays de Galles, il y en a qui se sont dit au bout d'un moment donné, bon plutôt que tous se faire brûler, on va essayer de rentrer dans l'église et puis d'essayer de dissimuler quelques symboles authentiques traditionnels. Bon beaucoup se sont fait griller aussi, hein. Mais dans les Eddas, tu vas retrouver donc quand même un petit peu de choses intéressantes, authentiques. Mais effectivement, comme tu l'as dit, elles sont codées, elles sont dissimulées sous forme d'allégories. D'où le terme mythologie, hein, c'est les choses qui doivent être tues, c'est les choses qu'on ne peut pas dire. Donc on les met dans la mythologie. C'est des métaphores, des allégories, c'est des analogies qu'il faut faire pour retrouver un peu de vrai. Mais après, pour revenir au codage dont tu parlais, là on parle carrément du langage hermétique. Bon là c'est un autre niveau intellectuel. Comme je disais par rapport à ça, s'il y en a que ça intéresse, Jacques Grimaud en parle 10 fois mieux que moi, hein, l'hermétisme. Et puis vous avez aussi
l'auteur de Tintin, Hergé et l'énigme du pôle, pardon, qui est Paul-Georges Sansonetti, qui lui aussi justement explique ce que c'est que cette façon de coder dans les textes anciens. Donc effectivement, il y a eu des choses de coder parce que, encore une fois, hein, c'est un petit peu ce que je subis à un degré moindre aujourd'hui. À l'époque catholique, c'était strictement interdit et ça valait peine de mort, hein, de dévoiler ce genre d'informations. Donc ils ont décidé de coder les choses, de coder le savoir dans la mythologie et donc dans l'Edda. Il y a effectivement une lecture hermétique de l'Edda que je n'ai pas encore eu le temps d'approfondir, mais j'ai commencé une ébauche dans un article sur pagans.eu qui s'appelle Boré dans la mythologie nordique, si mes souvenirs sont bons. Vous verrez que j'ai commencé à décoder certaines choses. Mais après, ça va plus loin. Il y a des choses vraiment très poussées, très, très sûres. Et là, comme je vous disais, Jacques Grimaud et Paul-Georges Sansonetti sont vraiment très, très intéressants. Question suivante. Laurent Pavlovski. Salut Oleg, le t-shirt Valknut me va bien. Merci, j'espère que celui-là t'ira bien aussi. Pourrais-tu refaire la genèse de l'Hyperborée et de l'Atlantide qui amène jusqu'aux Celtes? La genèse de l'Hyperborée et de l'Atlantide en allant jusqu'aux Celtes. Écoute, je vais essayer de te faire une synthèse très rapide, hein, résumer plusieurs millénaires comme ça, c'est pas évident. Donc comme je disais, il faut revoir les vidéos de la série Real History, il y a mon livre aussi qui explique bien. Mais pour te faire une synthèse comme ça, moi je dirais que Hyperborée, ça reflète d'une part effectivement quelque chose de très ancien, c'est plus ancien que l'Atlantide, donc plus d'ancienneté pour Hyperborée. Ça renvoie au centre spirituel, au centre de la tradition primordiale, là où les sages se regroupent et apprennent la connaissance, mais toujours avec la manière orale, hein, rien à voir avec les universités modernes. C'est surtout de la sagesse, hein, on relie la connaissance au spirituel, hein, la connaissance de soi, etc. La sagesse pour l'harmonie, pour l'épanouissement de l'homme, pour l'épanouissement de la société. Et le troisième facteur discriminant pour Hyperborée, c'est qu'effectivement ça se situe vraiment très au nord, hein, comme son nom l'indique, Hyperborée, boréal, barbore, etc. Et donc effectivement, plus on va aller loin dans le temps, si on remonte avant le dernier grand déluge, c'était il y a 10 500 ans, hein, il est attesté sans problème, c'était dans la zone polaire, donc c'est-à-dire au niveau du cercle polaire, donc très au nord, c'est-à-dire par exemple au nord de l'Islande ou au nord de la Norvège, on est dans le cercle polaire, par exemple. Donc ensuite, glaciation, grand froid, donc en fait Hyperborée a dû aller de plus en plus vers le sud. Plus les époques ont passé, plus il a été vers le sud. C'est pourquoi ensuite le centre spirituel s'est retrouvé vraisemblablement donc, sur l'ancienne île du Doggerbank ou dans le Doggerland. Qu'ensuite il a été transféré, à mon avis, en Grande-Bretagne, hein, Stonehenge, Avebury, Silbury, l'Irlande, bref. C'est pour ça qu'on parle des Hyperboréens, enfin les auteurs grecs parlent des Hyperboréens alors qu'on est en moins 700 ou en moins 1500, enfin ils parlent des époques de moins 1500, moins 2000, 2500, plus récentes, ils parlent encore des Hyperboréens. Pourtant on n'est plus dans la zone polaire, mais c'est parce que comme je vous disais, les changements climatiques ont fait que le centre primordial Hyperborée, le centre de connaissance, il a dû aller à chaque fois vers le sud. Et donc il se retrouvait à l'époque de Stonehenge, dans les environs de Stonehenge, enfin Stonehenge était peut-être un élément de ce centre primordial, en Grande-Bretagne, et donc on parle des Hyperboréens même à l'époque dite pré-celtique, même si pour moi en fin de compte c'est déjà plus ou moins des Celtes, puisque pour moi vous savez que les Hyperboréens sont juste les ancêtres des Celtes, hein. C'est juste une question d'époque, et c'est vrai que quand l'époque change, la mode d'organisation peut changer. Et je dirais même, je vais aller plus loin, je dirais même que le dernier centre spirituel, quand on suit cette logique, ça devait être Alésia. Je pense qu'il est possible qu'à un moment donné, Stonehenge a été abandonné suite aux événements de la guerre de Troie
Voilà, c'est pareil, il y a des tas de choses à débroussailler, mais vers 1200 avant Jésus-Christ, vous savez, il y a eu beaucoup de choses, beaucoup d'événements. On nous parle des peuples de la mer, de leurs invasions, de Troie, la guerre de Troie. Je crois qu'en Grande-Bretagne, il y a eu des soucis et ils ont transféré à Alésia, je crois, le centre spirituel. Et Alésia donc a été rasé par les Romains en 52, il me semble, avant Jésus-Christ, comme vous le savez. Et depuis, plus de centre spirituel du tout pour notre tradition. Merci aux Romains, entre guillemets. Voilà, c'est pour ça que... Voilà en gros ce que je peux te dire. Et donc l'Atlantide, c'est vraiment lié à... faut regarder vraiment l'étymologie du mot est très intéressante. Atlante, c'est vrai effectivement lié à l'océan Atlantique. Ça nous rappelle des peuples de marins. Mais après, tu as aussi, si tu prends les 3 premières lettres, dans l'hermétisme, le ternaire, trismégitis, c'est toujours les 3 premières lettres qui comptent aussi. Avec atl, tu peux faire alt, ça veut dire vieux en allemand. Old, alt, tout ça c'est les anciens en fait, ça réfère aux anciens de l'océan Atlantique. Mais alt, en français, ça te donne altesse, altitude. Donc c'est-à-dire des gens sages. Donc tu vois, tout ça, ça parle, tu vois. C'est les anciens sages qui sont aussi des marins. Tu vois, toutes ces notions sont liées avec le mot Atlantide. Et d'ailleurs, Atl ou Altland, si tu veux. Je crois que le Doggerland, dans le manuscrit d'Uralinda, c'est bien Altland ou Atland. C'est le pays des anciens aussi, quelque part. Alt et Land, tu vois. Et après, il paraît qu'en Amérique du Sud, en Amérique latine, il paraît que dans les tribus païennes d'Amérique latine, celles qui ont encore aussi des connaissances traditionnelles, Atl, pour eux, ça veut dire ceux qui viennent de la mer. Donc, tu vois, c'est ça qui est beau aussi. C'est retrouvé par soi-même, par des choses simples, comme le mot Atland, le pays des anciens, ou le pays des gens de l'océan Atlantique, le pays des sages. Voilà, Atlantide et Hyperborée sont liés, quoi. Hyperborée, c'est le centre. Atlantide, c'est la civilisation des gens de la mer, des ancêtres des Vikings, les ancêtres des Vénètes de Bretagne. Et ils sont intimement liés à Hyperborée. Voilà, Hyperborée, c'est le centre, si tu veux, qui part du nord, et ensuite ça se déploie par la civilisation de l'Atlantide qui, elle, se déploie, mais toujours la mémoire du centre spirituel qui est toujours au nord. Voilà. Bon, écoute, je pense que c'est une réponse qui devrait te satisfaire. Parce qu'il y a d'autres questions. Donc voilà Stéphane. Mais non, voilà Laurent, du coup, là, c'est la question à Laurent. Ensuite, Cindy Le Galet. Pouvez-vous nous en dire plus sur la partie de la civilisation hyperboréenne qui était un peuple plus éthéré? Être transparent ou translucide. Donc les êtres, elle parle d'êtres transparents ou translucides. Une race divine, spirituelle, élevée au niveau de conscience cosmique. On ne rit pas. On appelait ses habitants les grands transparents. Pensez-vous qu'à l'origine... Excuse-moi Cindy, non, ta question est très très bonne. Je vais y répondre. Et il y a quelque chose de plausible là-dedans. Pensez-vous qu'à l'origine, les premiers hyperboréens étaient des êtres venus d'ailleurs pour ensemencer la terre? Les elfes de Tolkien, le Seigneur des Anneaux, etc., les hobbits, peuvent-ils représenter les hyperboréens? Pensez-vous que les dieux de la mythologie nordique sont des êtres venus d'ailleurs qui ont réellement existé? Et les Tuatha des Dana. Donc là, on a une question très complète. Merci. Je riais pas pour me moquer, pas du tout. C'est des questions très intéressantes qu'il faut aborder. Donc, ces histoires de peuples éthérés, de races translucides, mélangées avec des dieux civilisateurs. Moi, je dirais qu'en fait, pour être clair, je préfère me maintenir un peu à l'écart de tout ça. Je garde une distance avec ça, premièrement parce que j'ai aucune preuve de la chose, il n'y a aucun élément tangible. Deuxièmement, parce que
bah, ça sert à nous décrédibiliser. Ça sert à semer le trouble sur ce que je raconte, qui n'a pas grand-chose à voir avec ça, comme vous le savez. Et troisièmement, comme par hasard, tout ceci, c'est Blavatsky, en fait. Ça réfère à Blavatsky, qui a écrit ces choses-là. Et quand on voit sa version de l'histoire, ce qu'elle rattache à ça, c'est Hyperborée, c'est il y a des millions de milliards d'années. Ensuite, l'Atlantide, des millions de milliers d'années. Vous voyez, elle est dans le ce qui fait que les gens sérieux comme moi qui vous disent voilà, c'était il y a 10 000 ans, et puis on appelait encore ça les Hyperboréens à l'époque de la Grande-Bretagne de Stone Age. C'est les Grecs qui le font, hein. Donc c'est récent, là, c'est il y a 4000 ans. On est dans le sérieux, tu vois. On a des preuves archéologiques. Là, il y a la pilule verte, on va en parler après. On a du lourd, on a du tangible. Et là, à côté de ça, tu as une bonne femme qui prétend qu'elle a eu des pouvoirs chamaniques, ce qui est possible, hein. Moi, je ne suis pas contre ça. Je suis un libre païen, comme on dit. Donc, et surtout, je suis un libre ingénieur, hein. J'ai des connaissances. Bon, je ne suis pas un expert, mais j'ai des connaissances en électromagnétisme. Et pour le coup, c'est une science ésotérique, enfin, qui a été classée ésotérique à un moment donné, qui est maintenant classée science, mais qui peut expliquer effectivement certaines choses qu'on dit paranormales. Donc, pour te dire que pour moi, ça, tu peux t'y intéresser, mais prends garde. Prends garde, ça a été écrit par une personne, Blavatsky, qui fait partie de ces idéologues judéo-romains, ou judéo-pharisiens, ou phariso-romains, si tu veux, qui ont décidé donc, de détruire notre tradition, détruire la culture des hommes libres, pour instaurer un État dictatorial tout puissant qui est l'État romain, qui s'est prolongé grâce à la dictature de la pensée catholique. La Révolution nous a libéré un peu la liberté d'expression, mais comme vous le voyez, vu ce que je subis, la censure que je subis, pas tant que ça. Ça veut dire que ces élites-là, ces gens de pouvoir-là, qui veulent un État tout puissant, il y a un homme et une femme esclaves, plus ou moins, en tout cas dépendants, serviles. Ces gens-là sont toujours présents encore aujourd'hui, vous voyez. Et donc ça, c'est des théories qui les arrangent parce que ça rentre dans le mysticisme. On est dans le mysticisme et moi je ne veux pas qu'on amalgame tout ce travail tangible que je fais avec des choses mystiques. Donc je préfère prendre une distance. Mais après, il y a toujours un fond de vérité, c'est-à-dire que dans l'ésotérisme, il y a une possibilité d'élévation spirituelle. Je pense fermement qu'on peut avoir des perceptions différentes. Qu'on soit éthéré, je ne pense pas. Mais que l'on ait des perceptions de choses éthérées. Quand on parle des choses éthérées, hein, c'est le mot éther, hein, les amis, c'est des ondes, si vous voulez. C'est une sorte de perception supplémentaire liée à des vibrations, liée à des ondes, si vous voulez. Et qu'on puisse avoir la perception de ces choses-là, oui. Mais que nous-mêmes, on soit où on aurait été, franchement, je sais pas. Moi, je pense pas. Mais c'est une très bonne question. Ça permet de débroussailler la chose. Parce que nos ennemis se servent des tests de Blavatsky pour nous attaquer. Parce qu'en plus, ça renvoie à la supériorité d'une certaine race, etc. Ce qui a inspiré le nazisme. Et vous savez que je suis fermement opposé à cette idéologie. Que je pense que Blavatsky, tout comme les nazis, ont repris des symboles anciens, traditionnels. Ils les ont profanés. Ils les ont utilisés pour s'attirer la sympathie, mais ils en ont fait toute autre chose. Voilà. On est face à Loki, hein, si vous voulez. On est dominé par une caste de menteurs. Les Romains, c'était la force militaire. Mais ensuite, la religion catholique, c'est mentalement qu'elle nous a eu, qu'elle nous a mis en esclavage, en nous enlevant les connaissances, en nous culpabilisant, en nous faisant du bourrage de crâne. Et malheureusement, depuis la Révolution, il y a eu du mieux, mais on sent quand même depuis quelque temps qu'on essaye de nous remettre le grappin dessus. Regardez, on parle de la Terre plate, c'est pas un hasard. Qui c'est qui envoie ces rumeurs de Terre plate là, et ces documentaires? Des documentaires, vous avez vu, il y a de l'argent derrière pour faire des documentaires comme ça. Ouais, vous avez vu, moi, les efforts que je dois faire pour arriver à faire un petit documentaire sympa. La Terre plate, il y en a à l'appel de documentaires. Posez-vous les bonnes questions. On essaye de nous rendre bêtes, de nous envoyer de la croyance, du mysticisme dans la figure. Moi, je ressens, vous voyez, l'époque de la religion qui revient là. Et vous n'êtes pas les seuls. Donc voilà, gardons une distance par rapport à ces choses-là pour Hyperborée. Concentrons-nous sur le concret, le réel, le tangible. Et par rapport à l'ensemencement de la Terre des dieux qui peuvent venir d'une autre galaxie, les autres galaxies, machin, j'en sais rien. Encore une fois, là, j'ai pas d'éléments tangibles. Par contre, si tu as écouté ce que j'ai dit à la question d'avant,
dans le monde ancien, il y avait un centre de tradition spirituelle qui était placé au nord, où tous les sages du monde avaient accès. Hein. Il n'y avait pas de discrimination, hein. Ce n'était pas réservé à la caste des pharisiens. Chaque élément de chaque peuple de la terre, les meilleurs avaient accès à ce centre, ils venaient s'y instruire. Et donc effectivement, la connaissance, si tu veux, elle partait du nord pour se dispenser vers le monde entier, vers le sud. D'où la notion de pôle, encore une fois. Tu pars du pôle et tu vas dispatcher la connaissance partout, souvent avec des navires. Parce que le navire et l'eau, ça a l'avantage de ne pas polluer, quoi. Entre autres, enfin bref, là je mélange un peu tout, mais c'est pour vous dire que c'était beaucoup plus réfléchi qu'on ne le croit. C'est une vraie sagesse. Il ne lançait pas des civilisations comme la nôtre, il ne lançait pas... ils n'auraient pas lancé par exemple l'énergie du pétrole, ils n'auraient pas lancé l'énergie du nucléaire, parce qu'ils savent que c'est pas pérenne, parce qu'ils savent que ça amène à des gros problèmes. Mais ils n'ignoraient pas ces sciences-là, ils n'ignoraient pas l'électricité. Les druides connaissaient l'électricité, les druides connaissaient des tas de choses, ils connaissaient la rondeur de la Terre, je l'ai déjà dit. Tout ça est prouvé dans mes documentaires, dans mon travail, et il n'y a pas que moi qui le dit. Donc, bon, voilà moi, ce que j'en pense. Je pense que c'est déformé, c'est vraiment déformer la réalité, toutes ces histoires d'être translucide. C'est mélanger du vrai avec du faux pour semer le trouble. C'est ce que je pense. Après, tu peux t'y intéresser, mais moi, je veux vraiment me concentrer sur le concret, le tangible. Voilà, Cindy. Merci, c'était une très bonne question. Merci à toi. Ensuite, question d'un membre de la guilde, un Karl de la guilde, le Celte. Pareil, la guilde, hein, si vous les intéressez à ça, allez sur le Discord d'un Discord. Hein, vous allez parler de tout ça, vous allez voir ce que c'est. Le Celte, il m'a dit, lui, crois-tu au Valhalla? Cash, crois-tu au Valhalla? Which is why I beg you, Lord, gift me the chance to die with honor in battle and join my friends in Valhalla. Bah écoute, pour te répondre, le Celte, je vais te faire une réponse de Normand. Tu sais que les Normands, comme on dit, ils disent jamais oui, jamais non. Mais je crois que ça vient effectivement de cet héritage viking, cet héritage hyperboréen, si je puis dire. Cet héritage, si tu veux, d'état d'esprit de ne pas vouloir mentir, de vouloir être dans la droiture, dans le vrai. En fait, on veut tellement pas mentir qu'on ne préfère pas dire ni oui ni non, parce que dire oui ou dire non, c'est pas précis en fait. Ça veut dire qu'il n'y a que deux solutions, tu vois. Soit c'est vrai, soit c'est pas vrai. En fait, la vérité, elle est bien souvent au milieu, tu vois. Donc, en fait, moi, je pense que le Valhalla, c'est une allégorie. C'est une métaphore, si tu veux. C'est croire au Valhalla tel quel, brut de fonderie. Non. Ça ressemble beaucoup trop au paradis des chrétiens, tu vois. Tu vois l'entourloupe. Par contre, ce que je pense, c'est que l'âme ne meurt pas. Le corps meurt. Mais si tu veux, il y a une partie de nous, une partie très subtile, encodée dans l'ADN, des mémoires, encodées vraisemblablement dans l'ADN, encodées aussi peut-être vraisemblablement dans une partie de ce qu'on peut appeler là, mais on va dire le corps éthérique, parce que sinon je vais me faire cataloguer religieux. Mais encore une fois, hein, c'est la science qui nous aide à démystifier tout ça. Quand quelqu'un meurt, au moment de sa mort, si tu prends un appareil de mesure de tension électromagnétique, cet appareil va te mesurer, alors honnêtement là c'est juste un souvenir, je ne sais plus combien, mais il va avoir une impulsion électromagnétique qui sort du corps, clairement. Tu es dans un corps vivant, il ne se passe rien, au moment où le mec meurt, il mesure quelque chose, tu vois, il y a quelque chose qui sort du corps. Donc on a vraiment une enveloppe, si tu veux, électromagnétique, voilà, pour ne pas tomber dans la religion. Ni dans le New Age, parce que je ne vais pas spéculer plus que ça par rapport à ça. Et donc, sachant que dans les traditions anciennes, hyperboréennes, on parle de lignée, on parle que ces mémoires ne sont pas perdues et se réincarnent dans l'ADN ou donc dans ce corps éthérique qui part au moment de la mort, il y a vraiment une notion de transmission, de continuité en fait dans les générations, d'où le culte des ancêtres et ces choses-là. D'où tout le sens que ça peut avoir, d'où aussi le fait que parfois tu rêves ou tu as des prémonitions ou tu vois des choses, tu te demandes si c'était pas dans une autre vie. Après il y en a qui prétendent, moi tout ça je ne suis pas un mystique, je ne suis pas chaman ni rien, il y en a qui prétendent avoir accès à des mémoires des autres vies. Bon.
En tous les cas, c'est avéré dans la tradition. La science aurait tendance à dire que oui. Et surtout, donc, pour revenir au Valhalla, le Valhalla, en fait, c'est l'idée de se sacrifier et d'avoir une récompense. Se sacrifier pour une cause juste. Tu peux te sacrifier tous les jours, comme moi je le fais d'une certaine manière, bien sûr, puisque j'ai modifié totalement ma vie, j'ai arrêté mon métier d'ingénieur qui était beaucoup plus lucratif pour me consacrer à ce que je fais. C'est-à-dire que pour moi, c'est dans l'action du quotidien, faire le bien. Voilà. Si tu fais le bien, tu sais qu'on a tous un cœur, enfin a priori, hein. On a tous une âme, t'as tous une conscience, on a tous une conscience, tu vois. Bah, si tu sais que tu es en train de faire du bien, que tu essaies d'être conforme à tes principes intérieurs, tu vas te sentir mieux. Tu vas te sentir mieux, tu vas être en meilleure santé, tu vas te sentir bien. Et donc automatiquement, c'est-à-dire que ça a des effets sur ton être. Et donc, si tu décèdes après avoir fait des actions bonnes, vertueuses, ton corps énergétique, cette enveloppe va être tellement revigorée que dans l'incarnation suivante, si je puis dire, ce sera sans doute une vie, le nourrisson dans lequel va s'incarner cette mémoire génétique et ce corps énergétique. Le nourrisson aura toutes les chances d'avoir une très belle vie, tu vois, d'être fort. C'est-à-dire que vraiment, faut pas se dire à la mort, tout est fini, il n'y a plus rien. Non, c'est pas vrai, ça va continuer. Tu ne seras jamais, comment tu t'appelles, le celte, tu ne seras jamais plus le celte. Comme moi, au leg, il n'y en aura eu qu'un. Il n'y aura jamais d'autre leg. Tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est ça qu'il faut comprendre. Mais par contre, dans mes descendants, peut-être dans mes arrière-petits-fils, ou peut-être dans mes petits-fils, il paraît que ça va de plus en plus vite maintenant, il y aura peut-être un qui va hériter de mon expérience de vie, donc de mes mémoires ADN, et de celles du coup de mes ancêtres aussi, parce que moi, probablement aussi que j'hérite de ces mémoires, et que ces mémoires, je pense, influencent forcément ton état d'être, ton état d'esprit. Et moi, je pense que c'est des mémoires de mes ancêtres qui me poussent à faire ça aussi, pour rétablir quelque part un certain honneur qui a été dévoyé. Et ensuite, probablement un corps énergétique du coup qui va vibrer plus fort, plus énergie, donc une plus belle vie, tout simplement. Donc le paradis en fait, ou le Valhalla, tel qu'il est raconté, j'y crois pas. Par contre, si tu réfléchis un peu plus, tu te dis qu'en fait, quand tu es païen, quand tu es la tradition, c'est sur Terre le paradis qui peut exister. C'est à nous humains de le faire exister. Tu vois, c'est Avalon. C'est l'époque d'Hyperborée, c'est l'époque de Stonehenge, c'est l'époque d'Alésia. Il paraît qu'on vivait vraiment un vrai paradis sur Terre. Mais c'est aussi parce que les ancêtres avaient fait le maximum pour que ce soit bien. Et c'est à nous de recréer le paradis pour nos futurs petits-enfants, tu vois. Donc, aller au Valhalla comme ça, cash, une fois que tu es mort, non. Par contre, faire profiter de cette expérience de vie et de ces auto-vibratoires forcément engendrés par l'accord entre tes principes intérieurs et tes actes, parce que ça, je suis sûr qu'on peut le voir à un moment donné avec des appareils de mesure. Voilà que je reparle avec un ami qui est vraiment dans la haute recherche à ce niveau-là. Ces facteurs-là vont faire que tu vas donner un héritage qui est un héritage donc au niveau génétique, un héritage génétique au niveau mémoriel, et un héritage énergétique qui va faire que tes descendants ou ce descendant-là et ceux qui vont suivre après, ils auront toutes les chances de créer un monde meilleur, quoi. En tous les cas, moi j'essaye de commencer à cette initiative, de créer quelque chose de mieux. Et si après on est tous plus en plus nombreux à faire ça, et à faire le mieux qu'on peut, entre guillemets, on va créer un Valhalla pour nos descendants, tu vois. Voilà, c'est comme ça pour moi qu'il faut le voir, toujours dans cet esprit de lignée, de clan, de descendance, d'héritage. Encore une fois, ça fait sens avec la culture, toute la culture traditionnelle, hein, que tu prennes les païens d'Afrique noire ou que tu prennes les païens d'Amérique centrale. Tous comme les Celtes et les Vikings, ils ont entre guillemets ce culte, enfin, ils révèrent leurs ancêtres, voilà, ils admirent leurs ancêtres parce qu'ils savent qu'il y a un lien, tu vois, entre les générations. Donc voilà, jamais croire à ces choses-là brutes de fonderie, parce que telles quelles, elles ne sont pas vraies. Mais par contre, si tu réfléchis plus loin, en quelque sorte, oui, en quelque sorte, le Valhalla, c'est à nous de le faire. Il existera peut-être pour nos descendants. Voilà. Sachant que nos descendants auront une partie de nous. Donc voilà, faut...
avec tout ça, je crois que l'essentiel, c'est voilà, de comprendre que la vie ne s'arrête pas au moment de la mort. La vie continue. Voilà, c'est juste une existence qui s'arrête et ensuite il y aura d'autres choses. Et c'est pour ça qu'il faut envisager aussi, je pense, les choses de façon plus collective. Parce qu'effectivement, le Celt ou le Oleg ne réexistera plus comme tel quel, c'est pas possible, mais il y aura d'autres êtres tout aussi intéressants, tu vois. Donc moi, ce que je dis souvent par rapport à l'après-mort, c'est que pourquoi avoir peur de ce qu'il y a après la mort? Puisqu'en fait, ce qu'il y a après la mort, c'est exactement la même chose qu'avant le moment où on est né. Avant notre naissance. Rappelle-toi le Celt avant que tu sois né. Comment c'était? Est-ce que tu as souffert? C'était terrible ou non? Moi, avant que je sois né, je sais pas, mais en tout cas, je souffrais pas. Puis je suis arrivé. Donc je me dis qu'après la mort, c'est pareil, ce sera exactement la même chose, aucune souffrance. Et peut-être qu'un jour, je renaîtrai quelqu'un d'autre, j'en sais rien, tu vois. Mais c'est comme ça qu'il faut envisager les choses, je crois. Combien de temps ça fait là? Ouais, j'en étais sûr. Qu'est-ce que je parle? Alors, Tiller, Lanard triste. Salut Tiller, Lanard triste. Salut, bien que ton but est de défendre le mythe d'Hyperborée, c'est un gros raccourci là, j'aime pas trop ça. Ça justement, c'est une étiquette aussi qu'on commence à essayer de me coller par l'intermédiaire de la cabale de détracteurs là, hein, financée par les idéologues du système. Oui, je défends le mythe authentique d'Hyperborée, parce qu'effectivement c'est fondateur, c'est très important, ça c'est vrai, mais c'est pas que ça non plus. Est-ce que tu te pencheras sur les autres cultures païennes de l'ancien monde? Je pense aux tribus africaines, amérindiennes et autres qui ne sont pas si éloignées que ça d'un point de vue éthique, mais qui peuvent être intéressantes culturellement à creuser tout en restant sous l'emblème du paganisme. Mais écoute, tu as raison, tout à fait. Après, je ne le fais pas pour l'instant parce que ce n'est pas dans mes priorités, parce que je pense que c'est pas à moi de le faire aussi. C'est-à-dire que moi, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je suis décomplexé, mais totalement. Je pense que les problèmes de notre monde et de l'Europe et du monde occidental, c'est que justement, ils ne s'aiment pas en tant qu'occidentaux. Donc moi, je m'intéresse à la tradition des occidentaux, Hyperborée, les Vikings, les Celtes, les Slaves, les Celtibères, les Hellènes, les vrais Latins. Hein, je leur dis toujours aux vrais Latins, vous aussi, vous avez une culture hyperboréenne, mais bon, elle a tellement été massacrée, parce que vous étiez les premiers sur la liste des Romains, les pauvres. C'était pas évident, on vous a amalgamé aux Romains, manque de bol pour vous. Effectivement, chez tous les peuples du monde, je suis sûr qu'on va retrouver des traces d'Hyperborée. Tous. Mais voilà, moi je ne suis pas un gauchiste, je ne suis pas là à chercher la repentance. J'ai pas peur de la diabolisation, je m'en fous. Je pense que ça, c'est un gros problème qu'on a en Occident, c'est de ne pas s'aimer, de toujours chercher à se faire valoir en aimant les autres, en aimant les Africains, en aimant les Arabes, en aimant tout ce que tu veux. Parce qu'en fait, on nous a appris depuis le départ, et ça vient à mon avis du christianisme, à se culpabiliser, à aimer l'autre plutôt que nous-mêmes. Et c'est le gros problème de l'Occident. Donc c'est très intéressant, je ne suis pas contre. Je veux bien le faire, mais franchement, c'est pas ma priorité, quoi, tu vois. Donc par contre, ce que je te propose, c'est si toi tu es d'origine étrangère, enfin de ces cultures-là en tous les cas, et à des gens d'origine étrangère, il y en a avec qui je discute, hein, des Africains, des Berbères, bah moi si vous voulez que je fasse une vidéo sur le sujet un jour, quand j'aurai le temps, bah essayez de m'amener des éléments aussi, quoi. Voilà, moi il n'y a pas de problème, je vous relayerai, ou voilà, voyons plutôt les choses comme ça, quoi. Mais c'est effectivement très intéressant. Parce que finalement, ils ont à peu près le même mode de pensée, de fonctionnement. Alors, avec quand même des différences culturelles et des différences fondamentales, hein, en matière génétique, hein, en matière comportementale, en matière environnementale. Chacun est adapté à son environnement. Voilà, les Africains sont adaptés au climat africain, à l'Afrique. Nous, on est adapté au climat européen, pas très chaud. On a besoin d'un hiver, on a besoin d'être mis à l'épreuve. Voilà, attention à ça aussi, quoi. Hein, on a des principes communs, traditions, mais après, on a nos spécificités, ça c'est clair. Ensuite, question suivante. Tech Mousset Tech Havana sur Facebook. Salut Libre Païen, salut à toi. Pourrais-tu, s'il te plaît, nous en dire à cette occasion un peu plus sur les embarcations marines?
les embarcations marines des génies hyperboréens, ainsi que les mégalithes sur lesquels sont inscrits des runes. Serait-il possible d'en savoir plus sur la rencontre entre les Vikings et les peuples autochtones? Là, je pense que quand tu me dis Vikings, tu parles des Atlantes, qui effectivement, d'une certaine façon, sont des Vikings, qui ont été en Amérique du Sud vers 1500 avant, peut-être même encore plus vieux que 1500 avant, on va le voir. Jésus-Christ toujours, bien sûr. Voilà, bah, c'est ce qu'il dit. Cela bien avant les dates officielles. Donc, je pense que c'est ce qu'il dit. À bientôt sur Pagan, la communauté. Je vais sur le Discord. Bonne journée à toi et au libre païen. Non, il n'a pas dit je vais sur le Discord. Mais il a dit à bientôt Pagan, donc j'imagine qu'il va y aller. Ça, c'est pour vous encourager à y aller lundi soir à 9 h. Donc, ouais, c'est très intéressant. Effectivement, les Vikings, les Atlantes hyperboréens, en fait, les ancêtres des Vikings, en fait, moi, j'ai pas de problème. Je peux les appeler Vikings, hein, ces mecs-là, même si on les appelle pas comme ça dans l'histoire. Et pour cause, on veut cacher tout lien entre les Vikings, qui sont les derniers héritiers de ce monde Atlante, de ce monde hyperboréen. Les idéologues veulent absolument couper le lien, c'est pour ça qu'ils leur ont donné le nom Viking. Eux, c'est Viking, et eux, non, pas du tout. Eux, c'est de la légende, c'est Atlantide. Mais effectivement, c'est avéré qu'en Amérique latine, il y a les ancêtres des Vikings, qu'on va appeler Atlante, pour comprendre que ce n'était pas à la même époque. Ils ont débarqué, c'est clair. Pour l'instant, je n'ai pas d'informations supplémentaires à donner sur leurs embarcations. Mais ça va venir, ça va venir. 21 mètres de long, c'est la taille du cercueil à bateau. En Égypte, alors regardez la pilule verte, c'est à quel endroit déjà? Alors, je vais dire une bêtise, je préfère pas le dire, mais en Égypte, en Haute-Égypte, vous verrez dans le documentaire La pilule verte, il y a une tombe à bateau et elle fait 21 mètres, comme de par hasard, parce que le plus haut menhir de Logmarquier, qui est maintenant effondré, faisait 21 mètres. Les pylônes de Karnak en Égypte font 21 mètres. Le plus grand moaï, c'est du lourd, c'est un truc de fou. Le plus grand moaï à l'île de Pâques, là, vous savez, l'île de Pâques, le plus grand moaï, ça c'est Yann qui l'avait dit dans une de ses vidéos. Hein. Bon, Yann est sérieux, hein. Yann Nidbala. 21 mètres, le plus haut moaï. Et la tombe à bateau faisait 21 mètres. Donc il semblerait qu'il y avait beaucoup de dracars avec cette taille de 21 mètres. Évidemment, on sait qu'on dit Langskip, je sais, Hookner, blabla. Longue barque. Et il semblerait qu'il y en avait un de 21 mètres. Un navire de 21 mètres, ça signifiait quelque chose. Après, 21 mètres, c'est une unité à nous. C'était peut-être dans une autre unité, mais voilà, je peux te dire ça sur les navires, sur les longues barques Viking. Et bien sûr, il y avait différentes tailles de navires. Hein. Ça, c'était une taille sans doute peut-être réservée à un type de navire, peut-être pour la classe sacerdotale, des druides ou des rois, je ne sais pas. Ok, question suivante. Bah, justement, on attaque des gens qui... On va parler juste avant donc, de parler de la pilule verte. Donc des questions sur ce documentaire qui fait beaucoup de bruit, une grosse divulgation. Des preuves en fait que ce que j'avance dans mon livre, tout ce que je vous dis depuis des mois, depuis des années, mais enfin depuis un peu plus d'1 an, c'est des preuves supplémentaires tangibles, la pilule verte. Juste avant donc, il y a des gens qui me parlent un peu de la communautarisation. Lucien Chevalier, comptes-tu organiser des rencontres avec tes abonnés? Ça permettrait aux abonnés de discuter ensemble. Est-ce que tu te rends à des événements, etc. liés au paganisme? Ensuite, on a Gaël Nikou. Pareil. Lui, il dit, est-ce que ce serait pas mal de... Est-ce que tu pourrais faire un grand rassemblement, un pagan festival pour se connaître? Le thème serait le paganisme. Tu pourrais être le VIP de la session. Merci. Voilà, est-ce qu'on pourra en parler? Qu'est-ce que tu en penses? Alors, premièrement, la communautarisation de base, c'est-à-dire que vous rencontriez des gens, je le répète, c'est possible. Donc allez sur le Discord.
lundi soir, allez sur le site Pagan Libre Païen, renseignez-vous sur la guilde. Le lien est dans la description de la vidéo. Vous allez pouvoir discuter avec des gens proches de chez vous, vous faire des potes. Ensuite, pour ce qui est de l'organisation d'événements, comme tu dis, là, un festival Pagan, je pense que tu es jeune, mais en fait, il faut savoir que tout n'est pas si rose sur cette planète. Hein. Comme vous le savez, j'ai déjà été censuré, c'est pas pour rien. Il y a une pression contre moi quasi permanente. Sur les réseaux sociaux, elle est permanente, je me fais attaquer dans les réseaux sociaux. Personnellement, pourquoi on m'attaque personnellement? Parce que mes idées, on ne peut pas les attaquer. Mon travail est sérieux, mon travail est bien fait, donc il n'est pas attaquable. Je dis des vérités qui dérangent, parce qu'effectivement, ça détruit tous les mensonges qu'ils ont construits depuis des siècles. Et donc, on préfère attaquer la personne. Donc, je subis une pression permanente. Ça vient de gens qui sont haut placés. Donc, organiser un événement d'une telle ampleur, c'est pas évident parce qu'il faut l'accord de certains maires, etc. Et comme ce qu'on fait, c'est beau, c'est grand, c'est juste et c'est vrai, c'est interdit. Tu vois, c'est juste malheureux, mais pour qui commence à ouvrir les yeux et à réfléchir un petit peu, il s'aperçoit qu'en fait, tout ce qui vise au bonheur, à l'émancipation, au vrai bonheur, bien sûr, à la vraie émancipation, c'est mal vu, c'est toujours interdit. Parce qu'on va finir des hommes libres et ça, ils ne veulent pas, tu vois. Il faut que tous les matins, tu ailles travailler, il faut que tu fasses tes 40 ou tes 50 heures par semaine, absolument. Ou alors, si tu ne travailles pas, si tu es au crochet de la société, il ne faut surtout pas que tu te poses de questions, il faut que tu fumes, il faut que tu bois, il faut que tu regardes des séries télé pour surtout pas que tu réfléchisses à un monde meilleur. Parce que la plupart des chômeurs, des gens qui ne travaillent pas, c'est parce que le boulot qu'on leur propose n'a aucun sens. Donc même eux, je ne leur jette pas la pierre. Les boulots qu'on nous propose n'ont pas de sens. C'est très rare d'avoir un boulot qui a du sens de nos jours. Donc ces gens-là, ils voient bien qu'il n'y a pas de sens. Du coup, on leur donne de la bouffe, on leur donne de l'argent pour qu'ils ferment leur gueule et surtout pour qu'ils ne réfléchissent pas, tu vois. Parce que l'essentiel, c'est que du moment qu'il y a une certaine masse d'esclaves, c'est le principal, tu vois. Donc, par rapport à ça, voilà, je suis un peu wanted. Donc, ça va être difficile, mais on peut essayer d'organiser des trucs si tu veux, mais il faut vraiment que vous m'aidiez. C'est-à-dire qu'il faudrait que vous contactiez des gens qui sont dans l'événementiel, qui sont des gens sérieux, qui aiment vraiment ce que je fais avec passion, qui sont prêts à assumer les risques. Parce que moi, ce que je fais, c'est risqué. Pour moi déjà. Et donc forcément, si vous vous associez à moi, vous prenez un petit peu de risque aussi. Récemment, j'étais associé, on a fait 2-3 vidéos avec Yann. Bon Yann, tu vois, il n'a pas supporté la pression, tu vois. Yann, il a retiré les vidéos qu'il a faites avec moi. Yann Nidbala, là, qui parle d'archéologie. Bon au bout d'un mois, les vidéos, il les a enlevées. Parce qu'il a subi la pression que moi j'ai subie. Quand j'ai fait les vidéos avec Jacques Grimaud, putain, des serpents, quoi. Oh, excusez-moi de la grossièreté, les enfoirés, quoi. Comme par hasard, je fais une vidéo avec Jacques Grimaud, comme par hasard, boum, des trolls, mais à foison. Des insultes contre Jacques et tout. Immonde, de la calomnie, ils ont raconté n'importe quoi sur lui dans les commentaires. Moi, j'ai pas craqué parce que je savais très bien que Jacques disait la vérité et qu'en face, on a des serpents. On a vraiment, attention, ils sont extrêmement vicieux. Hein? Ils sont capables de t'envoyer des repris de justice dans ta guilde pour foutre la merde. Donc, attention, quoi. Et moi, je supporte cette pression-là. Jacques Grimaud la supporte. Ils ont tout fait pour que je m'éloigne de Jacques Grimaud. Ils ont vu qu'ils n'ont pas réussi. Du coup, ils me font subir le même sort. Donc, quand j'ai été m'associer avec Yann, eh bien, Yann, pareil, dans les commentaires, il a une pression pas possible. J'ai vu les commentaires. Le pauvre, il s'est fait enchaîner. Enfin, on m'a enchaîné, mais on l'a enchaîné aussi. Ouais, il est nul, Oleg. Qui dégage, je te mets pas avec lui. Des menaces dans les commentaires. Une pression quoi, que moi j'ai eu, lui il l'a pas supporté, tu vois, parce qu'un mois plus tard il a retiré la vidéo. Voilà. Donc oui, c'est tout ce qui est événement machin, c'est possible, mais je pourrais pas tout seul. Il faudra que je sois aidé et que ce soit des gens comme moi qui ont des principes, des valeurs et qui ont aussi la capacité à résister à la pression et à comprendre qu'on est gouverné par une sorte de cabale de serpents, quoi, si vous voulez, d'hypocrites, de faux culs qui font que de mentir et de s'organiser à plusieurs. Voilà. Écoutez, maintenant... non, mais c'est vrai, c'est vrai. C'est malheureux, hein, mais... D'où, encore une fois, l'intérêt
de s'intéresser à la tradition, à la mythologie, parce que bah, Loki, c'est vraiment Loki qui gouverne notre monde, quoi. La pilule verte, Tecumseh Tekavana. Pilule verte, excellent documentaire, très précis. Merci Oleg Libre Païen pour tes interventions variées et intelligentes. Merci. Bon bah là c'est juste un petit compliment. Ça fait toujours plaisir. Sébastien Moreau, soutien du Vinland, Nouvelle-France. Vous savez le Vinland, hein, c'est au nord du Québec, hein, il me semble. Alors, les questions maintenant sur la fameuse pilule verte. Le 366. En dehors de votre livre très intéressant, auriez-vous des conseils de lecture basique pour un novice? Ouais, là, je te renvoie directement à la vidéo qui s'appelle Tintin hyperboréen. C'est une vidéo conseil de lecture en fait. Donc j'ai conseillé 4 livres. Tintin hyperboréen, Hergé hyperboréen, machin. Bien sûr mon livre, et puis sinon Sylvain Tristan. Là on parle de la pilule verte, ça tombe bien. Ça tombe bien, Sylvain Tristan, c'est un très très bon auteur. Donc j'avais conseillé un de ses livres, mais il n'y a pas que celui-là qui est bien. Ensuite, alors là j'ai 2 personnes, je ne sais pas si c'est des trolls ou Pierre SC et Joachim Bidalier. Alors eux, ils me disent, parce qu'ils ont vu ma carte sur Facebook, là, où je montre qu'entre, donc à droite, on a c'est la pyramide de Gizeh. L'autre côté, on a Newgrange. Ils me disent, mais est-ce que tu es sûr que la distance, la mesure est bonne? Parce que tu sais, les cartes, elles sont aplaties. Pour pouvoir les mettre droites en carte, ce n'est pas les vraies mesures. Évidemment que j'ai tenu compte de ça, évidemment que je n'ai pas mesuré sur une carte comme ça. Évidemment que la mesure est le fruit de logiciels puissants, Google Earth et Google Maps. Voilà. Donc vous inquiétez pas là-dessus les gars, il n'y a pas d'erreur. Hein. Les distances, les mesures sont précises à quelques mètres près, on va dire. Mais ça suffit largement, puisque sur des échelles de distance, même quelques centaines de mètres d'erreur, c'est pas grand-chose. Or là, en l'occurrence, on a des mesures très fiables, je pense, à quelques mètres près. Et on a une précision de 30 mètres, je crois. Même pas... Enfin, c'est extrêmement précis, quoi. Sur quelque chose qui fait plus de 4000 km, quoi. 1/10 de la circonférence de la Terre. Donc ça peut pas être un hasard. Et c'est de la haute... c'est une preuve de haute connaissance et de haute science, quoi. Ensuite, il nous reste 4 questions. Laurent Pavlovski, est-ce que tu aurais la projection des lignes qui passent autour de La Hague en Hollande et en Corée du Sud? Non. Alors pareil, Christophe, j'aimerais savoir si Assise en Italie est sur la ligne, et particulièrement la basilique Sainte-Marie des Anges d'Assise. Non. Alors pour vous répondre à tous les deux, Laurent et Christophe, éteint, ouais. Christophe. Bon, pour vous répondre à tous les deux, j'ai pas tout en tête. En fait, il faut faire des calculs. Il faut faire des calculs par rapport à la longitude. Vous prenez une longitude de référence, donc vous prenez un site dont vous êtes sûr qu'il est très bien placé. Pour Alésia, moi je prends toujours 4066 en longitude, 4,066 de longitude. Et par rapport à ça, il faut faire des calculs, hein. Il n'y a pas le choix pour diviser en 6 la circonférence et voir combien ça donne de degrés. Sachant que le 4066 c'est sur une base 360, faire une règle de 3, il faut passer sur une base 366. Tout simplement, j'ai envie de dire, quoi, il y a un peu de calcul. Tu prends, voilà, tu te sers de Google Maps, tu prends les coordonnées GPS de l'endroit qui t'intéresse, donc tu sais qu'il est aligné. Tu sais que Google Maps te donne une échelle 360 degrés. Ensuite, tu convertis en 366 degrés comme échelle. Ou plutôt, tu vas prendre l'autre coordonnée GPS. Tu mesures l'écart.
et tu convertis, donc c'est là où tu convertis en 366 quoi. Tu prends l'écart de degré 360 et ensuite tu reconvertis en 366 et tu vois si ça tombe juste. Ensuite, Ask Rain. Je pose ma question ici. Déterminé. Dans votre dernière vidéo, vous parlez du temple d'Abu Simbel et de l'importance de son emplacement avec le jeu du soleil et de ses rayons. Avez-vous pris en compte que ce site monumental a été déplacé dans les années 60 pour être sauvé des eaux? Wow, sauver des eaux. Bon, sauver des eaux, ça fait un peu déluge. Non, il n'y a pas eu de déluge. On l'a déplacé dans les années 60 parce qu'ils ont fait un barrage au niveau du Nil et que vous savez que les barrages, ça a tendance à faire des goulots d'étranglement, donc ça élargit le Nil. Ça a élargi le Nil, pardon. Donc effectivement, à cause de ce projet de barrage, ils ont dû déplacer ce site. Ça a été effectivement des travaux pharaoniques, c'est le cas de le dire, dans les années 60. C'est le monde entier, différents États du monde entier ont collaboré pour le faire. Et effectivement, le site d'Abu Simbel a été déplacé. Par contre, ils ont respecté, là pour le coup ils ont été brillants, ils ont respecté non seulement l'emplacement par rapport au soleil, c'est-à-dire l'emplacement par où regarde le temple, ils l'ont respecté le plus précisément qu'ils ont pu. Je crois qu'il y a un écart de 40 cm entre l'ancienne disposition et la disposition actuelle. C'est-à-dire que quand je vous disais que l'architecte Ptah, qui est en fait le bâtisseur du monument, lui se trouvait dans l'ombre et que les trois autres n'étaient pas dans l'ombre le jour du 22 octobre, qu'ils recevaient le soleil et qu'il n'y avait que Ptah qui à droite était dans l'ombre. Si vous regardez bien les photos que j'ai mises, Ptah a un petit peu de lumière. C'est bizarre, il ne devrait pas. Parce qu'effectivement, il y a une erreur de 40 cm. Elle est là, la fameuse erreur. À l'époque, avant le déplacement du temple, le 22 octobre ou le 22 février, Ptah était complètement dans l'ombre. Aujourd'hui, effectivement, il y a un décalage de 40 cm. Parce qu'ils n'ont pas pu faire aussi bien que les anciens bâtisseurs, tout simplement, au niveau de leur alignement. Donc il y a un léger décalage par rapport à ça. Mais sans cela, au niveau du positionnement physique du site en termes de coordonnées GPS, il n'a été déplacé que d'une soixantaine de mètres d'après mes sources. Donc ils n'ont fait que déplacer le site d'une soixantaine de mètres, mais c'est surtout au niveau du dénivelé. Ils l'ont mis en hauteur pour qu'il ne soit pas submergé par le Nil. Mais ils ont respecté du mieux qu'ils peuvent tout le reste. Donc 60 mètres, c'est rien, quoi. Du coup, l'emplacement actuel de ce temple n'est pas tellement significatif en fait. Ils ne changent pas grand chose, ils ont vraiment bien fait leur boulot, quoi. Ils changent quasiment rien, quoi. Et nous arrivons donc à la dernière question. Merci pour ceux qui ont tenu. Alors, Mars Néon, y a-t-il des images sous-marines? Y a-t-il des images sous-marines du Dogger Bank? Par exemple, lors de la mise en place du parc éolien marin. Merci pour ta réponse, Oleg. Pas de problème, Mars Néon. Donc vous le savez, Doggerland, Dogger Bank, aujourd'hui c'est la mer du Nord, mais il fut un temps, jadis, où c'était pas la mer, c'était une plaine, le Doggerland, c'était une grande plaine, donc c'est-à-dire qu'on pouvait aller de la Grande-Bretagne jusqu'au Danemark à pied, sans problème. Enfin à pied ça fait une trotte, mais vous voyez ce que je veux dire. Et puis ensuite les eaux ont monté, il y a eu plusieurs submersions, la montée des eaux a été progressive. À un moment donné on s'est retrouvé juste avec la fameuse île du Dogger Bank, île donc en plein milieu de la mer du Nord. Et aujourd'hui cette île existe à 10 mètres sous l'eau, donc elle existe encore sous forme de vestiges à 10-15 mètres sous la mer du Nord. Et elle existe tellement, cette île, qu'on en a profité. Parce que 10-15 mètres au milieu de la mer, c'est rien. Donc on en a profité pour installer des pylônes, des éoliennes en fait. Des éoliennes, vous savez, ces grandes hélices posées sur des pylônes pour produire de l'électricité. Comme en plein milieu de la mer, il y a énormément de vent, ils ont posé une ribambelle d'éoliennes en plein milieu de la mer du Nord sur le plateau du Dogger Bank. Et donc,
à 12 mètres de fond, quand ils ont fait les travaux, ils ont trouvé des tas d'artefacts archéologiques. Effectivement, mais ils n'ont pas engagé de recherche. Les archéologues n'ont pas engagé de recherche. Ou alors, peut-être, mais je ne suis pas au courant. Donc on n'a pas entendu parler, donc ça va être superficiel. Et les meilleures images que j'ai à te proposer des recherches dans le Dogger Bank, c'est des archéologues amateurs. Donc chapeau à eux, archéologues amateurs. Vous voyez où on en vient, c'est comme moi. Hein. Moi, bon, je me professionnalise, hein, mais à la base, c'est pareil, je n'ai pas de formation archéologue. Moi, je suis juste ingénieur. Donc, c'est vous dire à quel point les idéologues sont puissants, à quel point le passé ne les intéresse pas. Ils ne veulent surtout pas qu'on retrouve le passé et surtout pas des Occidentaux. Donc voilà, j'ai des images à te proposer d'archéologues amateurs qui ont pris leur bouteille, voilà, et puis qui sont partis à 12 mètres de fond pour retrouver des artefacts. Et il y en a, a priori, il y en a beaucoup, il y en a à l'appel. C'est pour ça qu'ils n'ont pas fait de fouilles. Hein. Déjà, quand ils faisaient les travaux, les mecs qui étaient payés pour faire les travaux, ils remontaient des corps humains, des tas de trucs. On leur a dit ouais, c'est normal. Bah, ça ne vaudrait pas le coup de faire des recherches. Non. Bon, ok. Du coup, il n'y a pas, enfin à ma connaissance, hein, après, il y a forcément les trolls, ils vont dire ouais, mais si, il y a eu telle recherche à telle année par le professeur machin. Écoute, franchement, quand tu tapes ça sur internet, t'as pas grand chose, on le sait très bien. Tu cherches des livres, t'as quasiment rien. Donc, pour moi, il n'y a pas eu de vraie recherche, de recherche substantielle et digne de ce nom. Et le Dogger Bank aurait mérité une vraie recherche, il n'y en a pas. À tel point que c'est des plongeurs amateurs qui nous ramènent les meilleurs artefacts. Donc c'est tout dire encore une fois, hein, c'est tout dire. Donc je continue ce combat, je continue cette lutte pour vous informer. Donc vous aussi je vous invite à vous communautariser, à nous rejoindre lundi soir sur le Discord, à vous rapprocher de la guilde Pagan pour vous faire des potes. Je répète hein, que l'accès Discord est gratuit, donc vous pourrez vous faire des potes gratuitement. Moi je continue donc ce combat pour la vérité, pour la justice, pour trouver une vie avec plus de sens aussi. Et pour moi c'est ça l'essentiel, c'est donner du sens à la vie. S'il y a un Valhalla, pour moi c'est ici qu'il faut le faire, c'est à nous de le créer ici. Un Avalon, un Avala, c'est tout de suite et maintenant qu'il faut essayer de le faire. Évidemment c'est compliqué, mais moi je mise sur mes descendants, je mise sur la transmission, je mise voilà, sur l'esprit de famille, l'esprit de clan entre guillemets, qui est ni plus ni moins que l'organisation des familles pour essayer de se dépêtrer un peu de cette enclave des institutions qui nous ont ôté même la liberté de savoir, la liberté de connaître nos racines, nos ancêtres, notre histoire. Donc voilà, c'est pas évident, mais c'est l'aventure. C'est l'aventure et pour moi c'est ça la vie d'un viking des temps modernes. Voilà. Merci. Vous êtes sûrement habitués, mais abonnez-vous, partagez la vidéo. Vous aussi essayez d'apporter si vous le pouvez, si vous le voulez, votre pierre à l'édifice. Faites des likes. Là, ces derniers temps, ils ont pas, j'ai pas l'impression qu'ils les ont trop trafiqués, donc profitons-en. Merci à vous. À la prochaine, c'était Oleg de Normandie pour vous servir.